Je vais vous dire un mot sur les conférences gesticulées, peut-être il y en a qui n'en ont jamais vu. Donc dans notre jargon, les conférences gesticulées, on dit que c'est une parole, une prise de parole politique sur un sujet dont la conférencière ou le conférencier tient à cœur, a quelque chose vraiment à dire, à partager en termes d'analyse. Et dans le jargon aussi des conférenciers et conférencières gesticulantes, on dit que c'est un mélange de deux savoirs, du savoir chaud et du savoir froid. Donc le savoir chaud, c'est un savoir d'expérience, de parcours de vie. Et le savoir froid, c'est un savoir plus académique, un savoir plus de recherche qui est associé. Et on dit aussi que ça ne fait pas du savoir tiède, ça fait plutôt de l'orage. Donc une conférence gesticulée, ça dure à peu près 1h30, un petit peu plus, mais en général c'est à peu près 1h30. Et puis, quand je dis que c'est une prise de parole politique, c'est parce qu'en fait, ça redonne la légitimité à tout un chacun de porter la parole devant un public. Alors, la plupart d'entre nous, on n'est pas comédien. Moi, je n'ai jamais fait de théâtre. Et donc, c'est un exercice un petit peu différent où on se livre pas mal. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pu oublier sur la conjustifiée, ça dure 1h30. Voilà, vous allez découvrir un petit peu au fur et à mesure. Donc la mienne, ma conférence gesticulée, elle s'appelle « Il y a toujours eu des pauvres, c'est comme ça ». Voilà. C'est posé. Ça, c'est fait. Donc il y a toujours eu des pauvres, c'est comme ça. Il y a toujours eu des faibles, il y a toujours eu des forts, il y a toujours eu des gens qui étaient blindés, et puis il y en a toujours eu qui ont pas le bon. Et il y a toujours eu des inégalités, des injustices. On vit dans ce monde-là, c'est comme ça, on n'y peut rien. Alors arrête de t'énerver, arrête de t'agiter tout le temps, arrête de vouloir changer le monde, il va falloir t'y faire. On vit dans ce monde-là, c'est comme ça. Alors ces petites phrases, moi je les ai entendues très tôt. Je les ai entendues quand j'étais petite et puis que je rentrais de l'école. Je les ai entendues, c'est ma mère qui me disait ça quand je rentrais puis que j'étais toute agacée par quelque chose. Elle me disait, mais arrête de t'énerver tout le temps, qu'est-ce que tu crois que tu vas le changer, toi, non? À toi toute seule. Et puis, moi je disais trop rien, mais en fait ça s'est pas arrangé. J'ai continué de m'agacer un peu, de m'énerver. Et j'avoue que je m'énerve encore parfois. Ça m'arrive encore. En ce moment, je m'énerve un peu. Et ce qui m'énerve, je crois, très fort, c'est ce qu'on appelle la fatalité. C'est-à-dire le c'est comme ça, on n'y peut rien. Parce que je trouve que la fatalité, du coup, parfois, elle est bien pratique. Parce que du coup, on se dédouane de choses en se disant oh, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et puis on passe à autre chose, quoi. Alors, la fatalité, moi, je la questionne un petit peu. Alors, il y a toujours eu des pauvres, c'est comme ça. Moi, je viens d'une famille populaire. Populaire, mais pas pauvre. En tout cas, je n'ai jamais été, j'ai jamais ressenti que j'étais pauvre et je pense que j'ai jamais été perçue comme telle. Je ne suis pas sûre, mais je pense. Mes parents étaient ouvriers en usine. Une petite usine de sidérurgie dans le centre de la France, à Saint-Florent-sur-Cher, côté de Bourges. Et ma mère travaillait dans les bureaux, mon père dans les ateliers. Mais on n'était pas pauvres, hein. On n'était pas pauvres parce qu'ils avaient une maison à eux. Ils avaient une maison à eux, ils avaient une voiture à eux. Alors pour les plus anciens, c'était une RCS bleu clair. Voilà. Et puis on n'était pas pauvres parce qu'on partait en vacances pratiquement chaque année. On partait en camping avec la grande tente familiale, en Vendée souvent, parce que là c'était la mer, c'était moins loin. Et puis après, ils ont acheté une caravane, hein, et puis nous on avait des petites tentes à côté. Alors je dis nous parce qu'en fait on est trois, moi je suis la petite dernière, j'ai un grand frère et une grande sœur. Et du coup, moi j'ai passé une enfance vraiment heureuse. Alors je ne sais pas s'il y a des derniers ou dernières entre vous, mais c'est vachement pratique. Enfin, moi j'ai trouvé ça vachement pratique d'être la dernière parce qu'ils ont quand même bien débroussaillé un petit peu le terrain, quoi, pour moi. Donc moi j'ai vraiment passé une enfance heureuse. Vous savez, le propre de l'enfance, quoi, l'insouciance, la légèreté, vraiment très chouette. Alors, si, quand même, pour être complètement honnête, il y a un truc qui s'est moyennement bien passé, que j'aimais pas trop,
c'était l'école. L'école, on s'est rencontrés avec l'école, on n'y échappe pas souvent, en fait, on rencontre l'école souvent à un moment ou à un autre. On s'est rencontrés, mais en fait, on ne s'est pas compris. J'ai pas compris comment ça marchait. Enfin, quand je dis on s'est pas compris, c'est surtout moi qui n'ai pas compris. J'ai pas compris comment ça marchait et je ne comprenais pas qu'on me demandait de rester assise toute une journée à l'école en train d'écouter des trucs qui m'intéressaient moyennement. Et puis surtout, j'ai pas compris que c'était important, l'école. Et c'est là aussi que je crois que je me suis posé les premières questions et les réponses ne me convenaient pas, ou c'était des réponses ouais, qui ne me convenaient pas, les genre c'est comme ça, on n'y peut rien. Voilà, les questions sans réponse, quoi. Alors depuis, j'ai grandi, j'ai vieilli même. Il y a des questions où j'ai trouvé des réponses différentes de celles qu'on m'avait proposées. Et puis, il y a des questions qui sont encore en suspens, hein. J'ai pas tout répondu. Mais en fait, oui, il y a quand même des choses sur lesquelles j'ai avancé un peu. Puis je vais te partager un truc quand même qui m'est arrivé, parce qu'on ne sait jamais, ça peut vous servir, parce que ça peut vous arriver peut-être un jour aussi. Je me suis réveillée un matin. J'avais passé une nuit un peu agitée. Et le matin au lever, je me suis dit, les questions, les réponses que tu as compris, si tu faisais une conférence gesticulée. Le truc de fou, quoi. Alors si ça vous arrive, je vous préviens, vous allez tout de suite trouver les 10 000 bonnes raisons de ne pas le faire. Monter sur scène, pas qu'il y en a une, mais non, on peut dire que c'est une belle scène. Monter sur scène, puis raconter des trucs sur ta vie. Des trucs, voilà, à des gens que tu connais pas. Pire, à des gens que tu connais. Et puis, tu vas prendre la parole pour dire des trucs que tu as compris, avec quelle légitimité, qui tu es, toi, pour dire devant plein de monde des trucs que tu aurais soi-disant compris. Et puis un autre truc que vous vous direz, ce sera la trouille, quoi. La trouille, le stress, quoi. Le stress de faire ça, quoi, pendant 1h30, quoi. Et ouais, voilà, vous allez passer par tout ça, quoi. Donc je crois que c'est un petit peu pour toutes ces bonnes ou mauvaises raisons que je suis là ce soir devant vous. J'ai pas du tout la trouille, et je suis super contente d'être là. Et je pense que c'est vraiment pour ces bonnes ou mauvaises raisons, parce que je pense que tout le monde a la légitimité de prendre la parole et de remettre du débat dans l'espace public. En éducation populaire, c'est quelque chose, le savoir d'expérience, on attache beaucoup d'importance à ça. Donc voilà, du coup maintenant que je suis là, je vais vous parler de « Il y a toujours eu des pauvres, c'est comme ça ». Moi, je suis arrivée, je vais vous parler de mon travail en tant que référente famille en centre social, dans un quartier prioritaire. Je vais vous parler de la pauvreté. La pauvreté, ce que j'en connaissais, ce que j'en percevais et ce que j'en connais maintenant, ce que j'en perçois après ces années de travail. Je vais vous parler de la fabrique de l'impuissance individuelle et l'impuissance collective. Je vais vous parler de la peur, de la honte. Et je vais vous parler d'une super rencontre que j'ai faite. J'ai rencontré l'éducation populaire. Et comment ça a changé ma vie. Voilà, je vais vous parler aussi surtout de comment j'ai pris conscience que je participais à un système qui maintient les inégalités en place alors que je pensais lutter contre la pauvreté. Ça va ? Alors, quand je suis arrivée au centre social des Bords de Loire, à Nevers, je vous dirai où est Nevers, après on dit Nevers, c'est en Nièvre. Quand je suis arrivée au centre social de Nevers, moi j'avais une connaissance très théorique, on va dire ça comme ça, une connaissance très théorique de la pauvreté. J'en connaissais ce qu'on en connaît dans les formations de travailleuses sociales, j'en connaissais les dispositifs, les statistiques, j'en connaissais bien sûr les films, les livres, et puis malheureusement les personnes qu'on croise dans la rue,
dans voilà, les informations dans les médias, mais j'en avais qu'une connaissance relativement théorique. Donc quand je suis arrivée sur le quartier des Bords de Loire, un quartier prioritaire, je me suis dit, ben, qui dit pauvreté, les quartiers prioritaires dit pauvre, hein, donc je vais certainement rencontrer voilà, des personnes pauvres. Et puis quand je suis arrivée, en fait, ben, je me suis sentie très vite bien, voilà, j'ai bien intégré l'équipe, j'ai rencontré des gens, on parlait la même langue, voilà, des gens qui avaient des idées, des envies, et puis qui avaient des parcours de vie, alors parfois un peu difficiles, parfois compliqués, parfois dramatiques, mais qui avaient des choses à dire. Je vais juste vous en dire quelques-uns, je vais vous parler de Fanfan. Fanfan, je vais vous faire quelques clichés comme ça sur quelques habitants. Fanfan, c'est une nourrice agréée du quartier. Et Fanfan, elle se travaille toujours avec plein de gamins autour d'elle. Et puis, elle vient pas mal à mes actions. Et Fanfan, ce qui la caractérise, c'est qu'on ne l'entend pas souvent. Elle prend vraiment pas souvent la parole dans les groupes, quoi. Et par contre, quand elle prend la parole, elle est toute rouge. C'est assez pertinent ce qu'elle dit, mais elle est vraiment toute rouge, elle est très mal à l'aise. Et puis j'ai rencontré assez vite Cathy. Alors Cathy, c'est une maman de 6 enfants. Elle a connu plein de galères avec ses ex, avec les services sociaux. Elle a connu vraiment plein de galères. Et puis Cathy, elle a une énergie de ouf, quoi. Elle a toujours 10 000 bonnes idées à la seconde. Elle est une de nos bénévoles les plus actives. Et puis nous, des fois, quand on a des coups de mou, c'est elle qui nous remonte. Et puis il y a Anthony. Anthony, c'est un papa qui s'est battu pendant de nombreuses années pour récupérer son fils en garde alternée. Son ex était parti avec son fils et il ne l'avait pas revu et il s'est battu vraiment pour le récupérer. Et il a gagné. Anthony fait du théâtre, hein, et Anthony il participait à toutes mes actions culturelles avec son fils. Et c'était un plaisir, hein, de le voir avec son petit garçon. Et puis, encore quelques-uns, Nono. Marino. Alors Marino, c'est un personnage du quartier. Marino, on l'appelle la vigie du quartier. C'est-à-dire que quand le centre social est fermé, s'il y a quelque chose, quelqu'un qui a besoin d'un renseignement, qui se souvient plus d'un truc, on l'appelle Marino. Alors on l'appelle Marino parce que Marino, c'est pas n'importe qui, c'est la présidente du centre social. Et Marino, elle dit tout le temps qu'elle est la présidente des Cassos. C'est la Cassos des Cassos. J'aime bien quand elle dit ça. Et puis il y a Kimba. Kimba, elle est arrivée d'Angola il y a de nombreuses années maintenant. Elle est arrivée avec ses 4 enfants. Et quand on arrive d'un pays lointain comme ça, les migrants, on va en foyer. On va en foyer au CADA. Donc Kimba, elle a été en foyer quand elle est arrivée. Et puis quand elle me raconte son histoire, quand elle me raconte son parcours, elle est très humble quand elle raconte tout ça. Kimba, elle a rapidement voulu sortir de ce foyer. Donc elle a appris le français assez rapidement. Elle a fait une formation d'aide à domicile. Elle a passé le permis de conduire. Et puis elle a trouvé un appart au quartier des Bords de Loire. Et puis quand elle raconte ça, elle est tellement humble en disant « Mais tu sais Catherine, moi ok, ça s'est passé comme ça pour moi. Mais quand on arrive d'un pays lointain comme ça, qu'on ne maîtrise pas la langue, on ne maîtrise pas les codes, c'est hyper difficile de sortir d'un endroit ou de quelque chose où on est assigné à rester et à faire ce qu'on nous dit, quoi. » Et Kimba, elle est remarquable quand elle parle de ça. Allez, juste 2 autres, et puis après j'arrête. C'est Thérèse et Robert. Thérèse et Robert, c'est un couple de personnes âgées qui sont arrivées, ils avaient 70, 75 ans dans le quartier. Et puis Thérèse et Robert, ils sont tout de suite venus au centre social. Et un jour, en buvant le café avec eux, Thérèse, elle me dit « Tu sais, Catherine, nous, on n'est jamais partis en vacances. La mer, on n'a jamais vu la mer. » Alors on le sait, qu'il y a des personnes qui ne sont jamais parties en vacances, mais c'est vrai que ça m'avait touchée un peu, j'avais gardé ça un petit peu dans le petit coin de ma tête. Et puis quelques années après, j'ai commencé à monter des séjours seniors, donc pour emmener les personnes âgées, isolées, avec de très petits moyens en vacances. Et puis, Thérèse et Robert, c'était les premiers de ma liste, quoi. Et je crois que c'est un moment qui restera vraiment gravé dans ma mémoire, c'est quand on a mis les pieds dans l'eau avec Thérèse. J'avais sa main dans la mienne, et je pense que je garderai toujours la mémoire de la pression de sa main dans la mienne. C'était un moment très émouvant. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pourrais vous en parler encore de bien d'autres, mais je vais m'arrêter là.
Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que, oui, que donc j'ai travaillé dans un centre social. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas trop les centres sociaux, c'est des structures de proximité, sur un territoire donné. On travaille avec les habitants sur des projets pour améliorer leurs conditions de vie. On travaille sur des envies, des idées pour améliorer leurs conditions de vie, pour répondre à des besoins. Les centres sociaux, ils portent souvent les accueils de loisirs, les accueils jeunes. Et puis les centres sociaux, c'est aussi et surtout, je dirais, une structure d'éducation populaire. Donc l'éducation populaire. Alors il y a des confs qui durent plus de 3 heures sur l'éducation populaire. Je vais vous épargner ça. Moi, je vais vous le faire en 3 minutes. Donc chrono, 3 minutes. Après, vous pourrez finir vos recherches, je pourrais vous donner plein de liens. Bref. Donc l'éducation populaire, c'est l'éducation du peuple, par le peuple, pour le peuple. On a commencé à en entendre parler au siècle des Lumières, puis à la Révolution, Condorcet s'est exclamé que tant que le genre humain sera séparé en 2 classes, il y aura d'un côté la classe des hommes qui raisonnent, qui décident, et de l'autre côté les hommes qui subissent, qui obéissent. Vous voyez, le sujet des luttes de classe n'a pas attendu Bourdieu, les Vincent Chaloux, enfin bref, voilà, c'était déjà bien dans les discussions. Plus tard, en 1890, les bourses du travail, accompagnées par les syndicalistes révolutionnaires, se dotent de centres d'entraide, de bibliothèques, de cours du soir, en économie, en histoire, en philosophie. Il y avait vraiment une réelle ambition de travailler l'éducation populaire et l'éducation politique. À cette époque, c'était Fernand Peloutier, qui était un anarchiste, secrétaire général de la Fédération des bourses du travail, et qui a écrit que ce qui manquait aux ouvriers, c'était la science de leur malheur. On va refaire un bond dans le temps. En 1943 a été, alors ça se gâte de plus en plus ça. En 1943 a été créé le premier agrément qui s'appelle l'agrément de jeunesse et éducation populaire. Et cet agrément va permettre aux associations qui le souhaitent de demander une subvention pour fonctionner, donc de fait de se mettre sous la tutelle de l'État. Et donc là, c'est le début de l'institutionnalisation de ces associations. Plus tard, en 1948, l'éducation populaire est diluée dans la Direction générale de jeunesse et sport. Alors là, on voit que c'est la perte de l'ambition politique, le terme éducation populaire a même disparu. Plus tard encore, en 1959, André Malraux a créé le ministère de la Culture. Donc, l'éducation populaire reste avec jeunesse et sport. En fait, on se rend compte que le nouveau ministère n'a pas pour ambition le travail sur l'émancipation du peuple, mais la créativité artistique et la diffusion des œuvres capitales de l'humanité. Donc du coup, on voit bien que les institutions, en fait, lâchent complètement l'idée de la démocratie, de la pédagogie, de la démocratie, et du coup, ça se transforme en animation socio-culturelle qui est davantage rattachée au loisir. Donc les centres sociaux sont des structures d'éducation populaire où l'on fait de l'animation socio-culturelle. Je crois que je suis pas mal au niveau de la. Alors, pour moi, l'éducation populaire, c'est avant tout une posture d'égal à égal, qui permet de travailler sans hiérarchisation de compétences ou de connaissances. J'aime bien la formule, la citation de Paulo Freire, qui est un pédagogue brésilien qui a beaucoup travaillé sur l'illettrisme, et qui dit que personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul, que les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. L'éducation populaire, c'est aussi et surtout pour moi un cap, un objectif pour travailler sur la transformation de la société en une société plus juste et égalitaire. Alors, ça c'était l'éducation populaire. Je vous ai parlé également de quartiers prioritaires. Ouais. Alors les quartiers prioritaires, on appelle ça aussi QPV, quartier politique de la ville.
Alors la ville, c'est pas la ville de la municipalité, c'est l'État, c'est des dispositifs d'État. Et avant, alors il y a eu plein de cycles, hein, avant ça s'appelait ZUS, zone urbaine sensible. Alors quand c'est passé prioritaire, je me suis dit, cool, de sensible va passer prioritaire, c'est chouette. Mais en fait, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Là, c'est juste des changements, ça n'a pas changé en profondeur. Donc les quartiers prioritaires, en fait, c'est des quartiers, ou alors en rural aussi, des territoires où le revenu médian, le revenu plus les critères sociaux, le revenu médian est le plus faible. Donc l'État, les dispositifs d'État mettent des moyens supplémentaires pour réduire les inégalités. Voilà, je vous ai parlé aussi de, oui, référent de famille. Alors, j'étais référent de famille. Donc, référent de famille, c'est une fonction qui est agréée par la CAF et qui a comme objectif surtout de travailler la parentalité, l'éducation. Alors aussi la santé et aussi l'accès aux loisirs et à la culture. Et moi, j'avais aussi une partie sur l'insertion professionnelle. Et pour être référent de famille, il faut un diplôme ou l'équivalent diplôme de travailleuse sociale. Donc moi, je suis CESF, je suis conseillère en économie sociale et familiale. Et voilà, ça a la particularité de travailler un petit peu plus le collectif. Donc voilà, je pense que je vous ai dit un peu tous les gros mots que j'avais dit au début. Je ne pense pas en avoir oublié. Alors, du coup, quand je suis arrivée sur le centre social, j'ai repris un petit peu les actions, les activités en cours par mon prédécesseur. Et donc, le premier projet, la première action que j'ai faite, c'était une action au niveau de la santé, au niveau de la malbouffe. C'était un projet qui s'appelait Sentez-vous bien. Et donc, l'action, c'était avec une diététicienne qui parlait de ce qu'il fallait bien manger, de comment il fallait associer les aliments, de qu'est-ce qu'on allait faire avec les restes, voilà, les nutriments, les vitamines, enfin, il fallait parler de tout ça. Et puis, je l'ai rencontrée, elle était plutôt cool. Et puis, c'était avec des jeux assez participatifs, sympas, bon, voilà, je me suis dit, allez, voilà. Et puis, donc, j'ai fait de la com, on a eu une vingtaine de personnes, donc ça allait. Et puis, on a commencé cette action. Et puis, j'ai été assez vite bluffée parce que, en fait, chaque fois qu'il fallait dire quelque chose, qu'elle faisait participer, en fait, les gens, ils savaient tout. Enfin, ils savaient presque tout, presque mieux que moi. Ils avaient vraiment les réponses à tout ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, tout ça. Et puis, au fur et à mesure de l'après-midi, je me suis dit, c'est dingue, quoi, ils savent tout. Et puis surtout, quand elle disait comment vous cuisinez, comment vous mangez, ils faisaient tout bien. Ils faisaient vraiment tout bien. Alors moi, j'avais déjà mangé une fois ou deux avec eux, puis ouais, voilà, j'avais bien vu que c'était pas non plus, comme moi, quoi. Enfin, on n'est pas toujours à manger super bien, tout ça. Je me disais, tiens, ça commençait à me travailler. Je me disais, c'est bizarre. Ça rime à quoi de faire ce genre d'action s'ils savent tout, enfin, je veux dire, c'est... Voilà, donc j'étais un peu dans ce genre de réflexion. Et puis, il y a quelqu'un qui a pris la parole et puis qui a dit à la diététicienne, c'est bien beau tout ça, mais moi, j'aimerais bien manger davantage des fruits et des légumes bio achetés sur le marché, mais c'est quand même vachement plus cher. Moi, je peux pas, financièrement, je peux pas, quoi. Et puis, il y a un peu plus loin quelqu'un qui a surenchéri en disant « Oh ben ouais, moi c'est pareil pour la viande, quoi. Il y a un petit boucher sur la rue d'à côté, elle est super bonne sa viande, quoi. Mais je peux pas tout le temps, quoi. C'est vraiment trop cher, quoi. » Et là, je me suis dit « Mince, on n'y a pas pensé avant, quoi. La malbouffe, tout ça, on pensait qu'ils ne savaient pas comment fallait manger, quoi. On n'y avait pas pensé avant. L'argent serait-il un problème? C'est ça, mais on n'y avait pas pensé, quoi. Alors, là, quand même, je me suis dit, ben ouais, on est quand même trop naze. Et puis, alors, quand vous dites ça, parfois, il y a des fois des personnes qui vous disent, ouais, ben, Véro, elle fumerait pas tant. Et ben, elle pourrait s'en acheter plus, des fruits et des légumes. Et puis moi, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, mes voisins, ils sont au RSA, ils ont un écran plat, comme ça, et ils ont des téléphones portables, chacun, qui coûtent vachement cher. Et même que je pense que c'est avec l'impression de scolaire, oh alors là, vous vous rendez compte?
les pauvres, parfois, ils utilisent l'allocation de rentrée scolaire pour acheter autre chose que des fournitures scolaires. Oh, alors là, moi, ça, je trouve ça, oh, c'est sale, c'est vilain, c'est affreux. L'évasion fiscale, les emplois fictifs, les milliards de bénéfices des multinationales ou des lobbies. Franchement, c'est rien, c'est rien. Parfois, l'allocation de rentrée scolaire, elle peut servir à acheter des trucs comme ça. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça, c'est le truc que ça passe pas, quoi. Fraude à la CAF. Alors, typiquement, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des choses qui m'énervaient, ça m'énerve grave. Ça m'énerve grave. Parce qu'en fait, on vit dans la même société tous. Hein, et on est quand même dans une société de consommation. Hein, mais en fait, il faut produire pour consommer, voilà. Mais on n'a quand même pas tous accès à la même consommation. Donc, comme ça m'a énervé, j'ai fait un peu de recherche. Et du coup, je ne sais pas si vous savez combien touche une personne au RSA, une personne seule, à peu près. Un peu plus, ouais. 580, 600, entre 580, 570, 600, ça dépend un peu des... Et donc du coup, j'ai voulu faire une comparaison. Donc j'ai pris quelqu'un, je vous jure, j'ai pris quelqu'un complètement au hasard pour mettre en comparaison avec quelqu'un qui gagnait un peu plus. J'ai pris Bernard Arnault. Donc j'ai pris Bernard Arnault. Et quand j'ai commencé à faire des recherches, Bernard Arnault, ben, c'est un peu comme les icebergs. Et alors voilà, ce qui est à l'extérieur, on voit bien, mais alors ce qui est en dessous, j'ai mis du temps, je ne voulais pas dire n'importe quoi, j'ai vraiment mis du temps à trouver quelque chose. Et puis il y a un article du Monde qui est paru il y a quelques années qui disait que Bernard Arnault, il lui fallait 24 secondes pour toucher 575 €. Donc du coup, et encore il y a quelques semaines, j'ai entendu qu'il y avait 12 milliards en une journée. Enfin, et du coup, ben oui, je pense qu'effectivement, Bernard Arnault, il peut s'en acheter des fruits et des légumes bio. Ça ne pose pas de problème, même si je doute que ce soit lui qui aille sur le marché, mais on n'est pas tous égaux. Alors, au début, je vois beaucoup. Ça se calme. Alors, la pauvreté, malheureusement, c'est pas qu'une histoire d'argent. C'est pas qu'une histoire d'argent, et quand j'ai commencé mon travail, enfin, tout ça, j'ai découvert un concept, je suis sûre qu'il y en a plein qui connaissent parmi vous, mais le concept d'hégémonie culturelle. L'hégémonie culturelle a été développée, a été créée par Antonio Gramsci, qui est un philosophe italien qui a cofondé le parti communiste en Italie en 1920-1921. Et il a été emprisonné en 1926, je crois, par Mussolini, et il a développé ce concept d'hégémonie culturelle. Je vais vous lire un petit passage. Alors oui, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure sur les conférences gesticulées. La plupart des conférenciers et conférencières gesticulantes, il y a ce qu'on appelle un troisième fil pour tisser un split, enfin bref, c'est le charabia. En général, soit ils jouent de la musique, ils ont une passion, soit ils mettent un étoile, soit ils ont un décor, soit ils chantent, soit ils font souvent quelque chose. Alors moi je m'excuse, hein, j'ai vraiment cherché, mais alors j'ai rien. Il ne se passe rien de théâtral, je ne chante pas, je ne saute pas, je ne fais pas de roulade, enfin bref, il ne va rien se passer. Le seul moment où il se passe un tout petit peu quelque chose, je vous le dis quand même vite, hein, c'est quand je vais lire, je vais m'asseoir. Il y a plusieurs lectures. Donc, voilà, premier moment scénique. Donc, l'hégémonie culturelle, elle part du principe que pour conquérir le pouvoir, il fallait imposer une domination culturelle, c'est-à-dire que les pratiques au quotidien, le langage, le bon goût, les codes, la référence, c'est celle des dominants. Alors, l'hégémonie culturelle, moi, dans mon travail, je peux dire que je vais travailler un petit peu avec trois axes. C'est-à-dire que Bernard Arnault, il a beaucoup plus d'argent que les autres, mais il a aussi beaucoup plus de mots pour penser le monde, pour analyser, pour dire, et surtout pour imposer des mots aussi. Et donc cette histoire de quantité de mots qu'on a, cette différence entre les uns et les autres,
c'est quelque chose que j'ai un petit peu travaillé au centre social parce que je faisais des petits déj hebdomadaires, donc c'était, on se réunissait le jeudi matin pour des petits déj, c'était complètement libre, on venait pas. Et puis je préparais des sujets, ou alors c'était des habitants qui préparaient, qui avaient envie de dire des trucs, enfin bref. Et moi j'aimais bien parler de politique parce qu'on nous demandait d'encourager les gens à voter à chaque élection, mais en fait je me suis rendu compte que si encourager à voter, il faut aussi donner les moyens aux gens de pouvoir voter. Et à chaque fois que je parlais politique, eh ben, on me disait « Ah non, mais moi, la politique, ah non, mais ils sont tous pareils, puis j'y comprends rien, j'y connais rien, je sais à peine ce que c'est la droite, la gauche, la différence vraiment fondamentale, je ne sais pas trop. » Voilà. Donc, c'est vrai que dans les médias, que c'est vrai que quand on écoute des discours politiques, on parle très peu des projets de fond de façon claire. Donc j'ai beaucoup travaillé ça, cette accessibilité à des discours, à des sujets de société. Le deuxième axe que j'ai travaillé, c'est ce qu'on appelle la hiérarchisation des savoirs et des compétences. C'est-à-dire que la façon dont, quand on parle, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un me dit qu'il va à l'opéra et quelqu'un me dit qu'il va à un baltrade, ben forcément, dans notre tête, on n'a pas la même représentation. Quelqu'un qui joue de la contrebasse ou quelqu'un qui joue du djembé ou de la guitare sèche, tout de suite, on n'aura pas les mêmes références. Et là, je vais vous faire un deuxième petit moment de lecture. Ouais. Je vais vous parler de Joseph Brzezinski. Joseph Brzezinski, il a créé ATD Quart Monde, qui est une association qui lutte contre la grande pauvreté. Et la particularité d'ATD Quart Monde, c'est vraiment d'associer les publics à toutes les instances de décision, toutes les commissions. Le public fait vraiment partie de l'association à part entière. Et j'aime beaucoup ce qu'il avait écrit là. Alors il dit que le partenariat des personnes qui cumulent le plus les précarités est indispensable parce qu'elles ont un savoir d'expérience, non seulement sur elles-mêmes et leurs conditions, mais aussi sur le monde environnant qui leur fait vivre ces situations de pauvreté, sur ce qu'il est et sur ce qu'il devrait être pour ne plus exclure les plus faibles. Leurs réflexions et analyses sont indispensables pour comprendre comment nous pouvons rendre nos sociétés plus justes. J'aime beaucoup ça. Donc la hiérarchisation des savoirs et des compétences, c'est aussi dire à tout un chacun que chacun a des savoirs, a des compétences, a des capacités, si je ne sais pas trop ces mots-là, qui sont aussi légitimes que d'autres. Le troisième axe aussi que j'ai pas mal travaillé au centre, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un peu d'éducation populaire la langue de bois. Alors la langue de bois, en fait, on l'a subie tous et toutes dans notre quotidien, c'est la façon dont on va nommer les choses. Et cette façon dont les choses vont être nommées, elle va induire une représentation, une façon de penser les choses. Je vais vous donner deux exemples. Le plus, pour moi, qui me touche le plus, c'est quand on parle des personnes pauvres. On peut les nommer les personnes défavorisées. Donc, il y en a qui ont été favorisées, il y en a qui ont été défavorisées, pas eu de bol. Ou les personnes en fragilité, les petites personnes fragiles. Ou alors, on peut les nommer aussi les personnes opprimées, les personnes oppressées. Et on voit que la représentation pour la personne elle-même, mais aussi pour les autres, dont on va percevoir les personnes, ne va pas du tout être la même. Dans mon travail, le deuxième exemple, c'est qu'on est donc des structures d'éducation populaire, les centres sociaux, et quand on répond à beaucoup adhérer à projet, on aura des sous pour fonctionner, et donc nos financeurs, ils nous font travailler sur les appels à projets, ils nous font travailler la cohésion sociale et la paix sociale sur les quartiers. C'est les orientations politiques, c'est ça, travailler la cohésion sociale et la paix sociale sur les quartiers. Seulement nous, on est une structure d'éducation populaire et normalement, l'éducation populaire, c'est l'objectif final, c'est quand même la transformation sociale, de transformer la société en une société plus juste, plus égalitaire. Donc on voit bien que la façon dont on va travailler la cohésion et la paix sociale,
ben, ça ne va pas être complètement la même que la façon dont on va travailler la transformation sociale. Et cette façon de nommer les choses, en fait, elle induit un comportement, une façon de penser les choses qui est complètement différente. Ça va ? Alors, moi, quand je suis arrivée, l'hégémonie culturelle, ben, j'en avais pas entendu parler. Donc du coup, ben, j'ai eu plusieurs ratés. Je vais vous en dire quelques-uns. Le premier raté que j'ai eu, c'était, on était missionné pour faire des sorties familiales sur l'accès à la culture et aux loisirs. Et donc, j'ai fait une première sortie familiale. Et lors de cette première sortie familiale, peu de temps avant, avec mes enfants, j'étais allée visiter un château de la Loire qui s'appelle le Clos Lucé, le château du Clos Lucé. Et ce château, il a la particularité, à l'extérieur, d'avoir pas mal d'inventions de Léonard de Vinci. Et c'était super intéressant, enfin vraiment, on avait passé une super journée. Donc, première sortie familiale, moi je me suis dit, tiens, on va aller au château du Clos Lucé, c'était vraiment trop bien. Alors j'ai mis des affiches, voilà, et puis on a fait des inscriptions. Bon, j'ai bien vu que c'était pas l'enthousiasme, mais quand même, j'avais une quarantaine de personnes, donc c'était plutôt cool. Et puis, alors de Nevers, pour vous situer, Nevers-la-Touraine, enfin, le château du Clos Lucé, il y a 3 heures de route quand même. Hein. Donc on est parti assez tôt, tôt le matin, vers 7h, 7h30. Donc on a dû arriver vers 10h, 10h30. Le château du Clos Lucé se situe à Amboise, en Touraine, au cœur des châteaux de la Loire. Cette superbe demeure de briques roses et de pierres de tuffeau fut bâtie sur des fondations gallo-romaines sous Louis XI en 1471. Plus tard, François Ier, passionné par les œuvres de Léonard de Vinci, l'invite à séjourner au château. Léonard, flatté par l'invite, accepte et travaille de nombreuses années sur les projets du roi de France. Donc au cours de cette visite, vous aurez la chance d'admirer dans les salles du château les différentes toiles du maître, puis dans le parc, les différentes inventions sur ses passions de vol humain. Je vous souhaite une excellente visite. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie. C'est vraiment très bien. Donc nous, on est arrivé, il était 10h30, avec l'inertie du groupe, on a commencé la visite vers 11h. Et puis à 11h, 11h20, 11h30, j'étais avec deux familles avec les enfants. Et puis à midi moins 20, midi moins le quart, je ne m'en suis pas rendu compte, je n'étais plus toute seule. J'étais plus toute seule dans les allées du château, tout ça. Et puis bon, j'ai continué, je me suis dit, j'ai dû traîner un peu, enfin bref, donc j'ai un peu accéléré, puis je ne voyais plus personne en fait. Et donc je suis descendue dans le parc, et puis là, c'est vrai qu'ils étaient tous installés, ils commençaient à pique-niquer. Et je me suis dit, j'ai pas pensé, on s'est levé super tôt, les gamins avaient faim, donc ils étaient tous en train de pique-niquer. Et puis c'était une super journée, hein, il faisait super beau, un cadre magnifique, donc les gamins couraient partout, enfin c'était super sympa. Et puis j'arrive vers les familles et puis je leur dis, ça va, ça vous plaît, vous en êtes tout dans la visite, et puis là ils me disent, ah ça y est, c'était super, hein. Oh, vraiment c'était super, hein. Et je dis, ça y est, oui, on a fait le château, et puis on a vu le parc aussi, et c'était vraiment super bien, quoi. Et là, je leur ai dit, vous n'avez pas tout fait, il est midi moins 20, vous n'avez pas fait et le château, et le parc. Ah si, c'était super, hein. Ah ouais, puis les enfants, ils ont adoré, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, 3/4 d'heure. Moi, j'avais réservé le bus pour 16h. Je me suis dit, waouh. Puis je me suis dit, oh mince, bon, je me suis dit, après manger, j'essaierai de ramener les gamins un petit peu pour voir les trucs, tout ça. Et bon, on a pique-niqué, j'ai rappelé le bus, il est venu à 15h. Et puis j'ai essayé de ramener les gamins voir des trucs, mais bon, ça n'a pas marché super. Et puis on est reparti à 15h. Bon, j'étais un peu sur ma faim quand même. Puis dans le bus, je suis allée voir mes parents, je leur ai dit, ouais, c'était moyen, ça vous a pas tellement plu, c'était moyen, quoi.
Puis alors là, ils m'ont dit ah non, non, Catherine, c'était super, vraiment, c'était vraiment très bien. Ah ouais, puis les enfants, ils ont adoré. Ah, on a passé une journée super, quoi. Et ils me parlaient beaucoup du parc, c'était beau et tout. Alors c'est vrai que par rapport au quartier, les HLM, le décor, et puis voilà, pour courir dans l'herbe, c'était sympa, quoi. Mais voilà, bon, je me suis rassise, mais je suis quand même restée un peu sur ma faim. Je me suis dit 3 heures pour y aller, 3 heures et demie pour revenir, pour 3 quarts d'heure de visite. Voilà, je me suis dit, ouais, je pense que c'était un peu moyen. Voilà, donc j'en suis restée là. Et puis 6 mois après, on fait à peu près 2 grosses sorties familiales par an. 6 mois après, il fallait que je fasse une autre sortie familiale. Alors là, je me suis remis dans les appels à projets, dans les notices, voilà, j'ai regardé. Et puis, je me suis rendu compte que, à la première, j'ai oublié un truc qu'on n'oublie pas. Enfin, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont dans l'animation socioculturelle, mais le truc dans l'animation, un truc qu'on n'oublie pas, c'est le b.a.-ba de l'animation. Bon, ça s'appelle la participation. La participation des publics, quoi. Dans l'animation, c'est le b.a.-ba. Et moi, du coup, bille en tête, je suis allée au Clos Lucé, là, parce que j'y étais allée avant, mais je n'avais pas fait la participation. Je n'avais pas demandé aux habitants où est-ce qu'ils voulaient aller en sortie, tout ça. Donc je me suis dit, waouh, c'est dingue, quoi. Donc du coup, là, je me suis dit, je ne tente pas, je vais faire la participation. Alors, pour faire la participation, j'ai fait un petit questionnaire qui va bien, enfin, bref. Et puis, à chaque fois que quelqu'un venait au centre, je demandais où est-ce que tu voudrais aller, et au petit-déj, enfin partout. Voilà, je demandais vraiment aux gens où est-ce qu'ils avaient envie d'aller avec les enfants. Et puis là, je n'avais pas anticipé, en fait. Je n'avais pas anticipé, j'avais pas anticipé ce qui s'est passé. Alors, je sais pas ce qui, quand je demandais aux mamans, enfin, c'est surtout les mamans que je croisais, les mamans, elles me disaient pratiquement toutes la même chose. Elles me regardaient les yeux brillants en me disant « Ah, mais si vous pouvez y aller au moins une fois, quoi. » Ouais, du coup, je ne sais pas si je ferai ma compte un jour avec quelqu'un, qu'il n'y aura pas quelqu'un qui dira « Oui, bah oui, c'est ça, ouais. » Ouais, Disneyland. Alors c'est vrai qu'au début, Disneyland, je n'y avais pas pensé, je n'avais pas anticipé, quoi. Et c'est vrai que, bon, après, Disneyland, je me suis dit, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas, Disneyland, on fait la participation, c'est Disneyland, ça fait partie, pourquoi pas. Alors j'ai monté mon projet pour aller à Disneyland. Et puis, donc, je l'ai envoyé au financeur, tout ça. Et puis, peu de temps après, j'ai reçu un coup de fil. J'ai reçu un coup de fil d'un de mes financeurs qui me disait, alors ouais, c'est super sympa le milieu d'animation socioculturelle, c'est hyper cool, hein, tout le monde se tutoie, on s'appelle par le prénom, donc le financeur m'appelle et puis allô Catherine, salut, j'ai bien reçu ton projet de sortie familiale et je voulais revoir 2-3 trucs avec toi. Je voulais voir l'objectif pédagogique de la sortie. C'est quoi l'objectif pédagogique? Et alors là, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est le genre de situation où ça mouline à 10 000, enfin je veux dire, ça mouline sévère parce que l'objectif pédagogique de Disneyland, je n'avais pas, pareil, je n'avais pas trop et puis je lui dis, je lui dis, écoute, je te jure, j'ai fait la participation, j'ai demandé où est-ce qu'il voulait aller. Il n'y avait jamais eu de sortie faite à Disneyland. Et puis, tu aurais vu les regards des mamans quand elles me disaient oh, si je pouvais emmener voir mes enfants à Disneyland, quoi. Mais c'est dingue, quoi. Ce serait un rêve. Ce serait vraiment un rêve d'emmener les enfants à Disneyland. Et puis donc, je dis à mon financeur, je dis ouais, on fait aussi partie de cette société-là. Et eux aussi, pourquoi ils n'iraient pas, quoi. Pourquoi moi je dirais non, c'est pas bien, il ne faut pas que vous y alliez à Disneyland. Et voilà, donc le financeur a raccroché, j'ai été financée pour aller à Disneyland par les financeurs. Et là, il s'est passé un truc, c'est pareil, je n'avais pas anticipé, j'ai pas eu le temps de faire de com. En
En fait, j'ai pas eu le temps de faire le com. Le premier bus, il a été complet, donc le bouche à oreille, tout ça. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir faire j'ai eu la chance de pouvoir faire un deuxième bus. Et le deuxième bus, je me souviens plus trop si j'ai réussi à sortir les affiches. Mais enfin, le deuxième bus a été rempli tout de suite également. Donc, on est parti à plus de 100. Plus de 100 personnes, c'est un grand nombre. Plus de 100 à Disneyland Paris. Avec les enfants. Ça a été une super journée. Je pensais que j'aurais jamais dit ça un jour, mais je suis très fière d'avoir emmené toutes ces familles à Disneyland. On a passé une super journée et au retour, j'ai pas fait le tour dans le bus pour demander s'ils avaient passé, si ça s'était bien passé, tout ça. C'était pas la peine ou pas. Ils étaient complètement crevés, là, exposés par la journée, mais j'ai pas eu besoin de demander. Alors, ils avaient tous le porte-clés Mickey ou les oreilles, enfin bref, mais ça a été une super journée. Et je suis très fière de cette sortie parce que quelques temps après, j'ai appris que les institutions, les collectivités qui les financent, leur CE, ils organisent des sorties à Disneyland. Que les salariés, ils emmènent leurs enfants. Et franchement, je suis assez fière de ça. Et surtout, ce qui s'est passé avec ce coup de fil, moi après, en réfléchissant, j'appelle ça du mépris de classe, quoi. Parce qu'en fait, les pauvres, il faut toujours que ce soit donnant-donnant, enfin, il n'y a rien de gratuit, il faut que ce soit culturellement acceptable. Donc je suis très fière de cette sortie à Disneyland. Alors, après, tout ça pour dire que la participation, c'est pas obligatoire tout le temps, en fait. Nous, en éducation populaire, on utilise une échelle qui s'appelle l'échelle d'Arnstein, qui classe les différents niveaux de participation ou de non-participation. Et ce que je veux dire, c'est que quand on veut faire de la participation, il faut savoir jusqu'à où, il faut savoir ce qu'on est prêt à lâcher, ce qui est possible aussi. Donc il faut vraiment être au clair avec ça. Donc les différents niveaux, le premier niveau, ça s'appelle la codécision. Donc c'est vraiment le partage dans les prises de décision. On prend les décisions ensemble. Après, le deuxième niveau, c'est la délégation. Donc on délègue une partie des décisions, du projet. Après, on a le partenariat, enfin, on monte comme ça dans les différents niveaux de participation et de non-participation. Et le dernier niveau, c'est la manipulation. Alors, la manipulation, je ne sais pas si vous avez déjà été dans des instances, dans des réunions participatives, où vous êtes rendu compte à un moment que, en fait, tout était un peu joué d'avance. Enfin, voilà, où c'était de la participation un peu que de mots, quoi. Donc ça c'est quelque chose qui m'a énervée. Je vais vous lire un petit passage. Alors, d'un bouquin que j'aime beaucoup, vraiment, je conseille à tout le monde ce bouquin, qui s'appelle « Organisons-nous » de Adeline de l'Épinay. Vraiment, c'est pas ma ville, parce que je n'ai pas de ville, mais enfin, c'est vraiment... Donc, je vais vous lire un petit passage de Adeline de l'Épinay, « Organisons-nous » par rapport à ça. Donc, l'offre institutionnelle de démocratie participative. Les institutions cherchent à faire participer les citoyens, surtout pour les faire adhérer, via les conseils de quartier, les conseils citoyens, les budgets participatifs. Alors moi, je rajouterais quand même la fameuse convention sur le climat qui a été au sens voilà. Les quartiers prioritaires sont la cible privilégiée de cette démocratie participative. Alors les modalités de participation, c'est-à-dire les lieux, les horaires, les ordres du jour, sont bien sûr décidés par les institutions. Si les participants dénoncent des choses, demandent des changements, font des propositions, on leur répondra avec gêne, paternalisme ou mépris, qu'ils n'ont pas dû bien comprendre, que cela sort du sujet sur lequel on les a invités à se prononcer et que l'urgent ou l'important est ailleurs. Dans le contexte actuel, cette participation est le plus souvent une illusion. L'enjeu est davantage de contraindre à la réflexion. Les professionnels des institutions sont face à une injonction contradictoire.
car ils ont pour mission de garantir la pérennité du système et doivent faire mine de donner du pouvoir à ces instances de participation. Face à cette contradiction, ce sont généralement les citoyens qui sont accusés de ne pas y mettre du leur. Les cyniques n'hésitent pas à légitimer l'exclusion des personnes qui ne participent pas. Nous, on a fait ce qu'on pouvait. Hein. Que voulez-vous? Ils n'y mettent pas du leur, ils viennent pas. Alors, la situation est légitimée. Une chose, cependant, pourra changer. L'institution pourra se targuer de sa bonne conscience, d'avoir fait ce qu'il fallait, mais les habitants des quartiers populaires ne sont pas dupes. Comme pour les services sociaux, Pôle emploi ou l'école, ils savent très bien ce que l'institution attend d'eux. Alors, ils ne jouent pas toujours le jeu. Nulle apathie là-dedans, au contraire, il est même rationnel de refuser de consacrer du temps à satisfaire les attentes d'une institution dont on n'attend pas grand-chose. Organisons-nous, Alors moi, au début, je vous ai dit que j'avais eu plusieurs ratés. J'ai fait un peu ma bonne élève aussi. Et ces instances de participation, moi, j'ai vraiment encouragé les gens à y aller, quoi. Dans les conseils citoyens, les conseils de quartier, moi, je disais aux habitants, ouais, il faut y aller, quoi. Vous êtes les mieux placés, vous habitez là, c'est sur des projets, des trucs sur le quartier, il faut y aller, il faut y aller. Et quelques-uns m'ont écouté. Et rapidement, j'allais dire ça m'a énervé, mais ouais, ça m'a énervé. Rapidement, il y en a qui revenaient me voir en me disant ouais, Catherine, j'y suis allée. Hein. Mais alors, franchement, on a commencé déjà par un tour de table. Le tour de table. Le tour de table où tu dis qui tu es et puis surtout ce que tu fais. Qui tu es et ce que tu fais. Alors, qui tu es, dans le tour de table, il y a machin qui est président de trucs ou élu et qui, ce qu'il fait, c'est hyper les gens sont mal à l'aise, quoi. Moi, la personne, elle m'a dit, quand c'est arrivé mon tour, j'ai dit, voilà, moi, j'habite le quartier, puis en fait, je suis à la maison parce que j'élève mes enfants, et du coup, je me suis sentie vachement mal à l'aise dans ce tour de table, quoi. Et puis, il y a une autre personne qui est venue me voir un jour en me disant ouais, dis donc, le dernier conseil, là, j'y suis allée, mais alors déjà, je me suis forcée à prendre la parole parce que c'est pas évident, quoi. Hein. Moi, j'ai pas l'habitude, hein, et puis ils ont des mots, tout ça, j'ai pas l'habitude. Et je me suis forcée à prendre la parole parce que j'avais discuté avec les autres avant, et puis on avait convenu que je disais ça, quoi. Donc j'ai vraiment porté la parole de plusieurs habitants. Et puis, j'ai dit, hein, ils m'ont laissé parler, hein, j'ai dit ce que j'avais à dire. Hein. Seulement après, en fait, ça n'a pas du tout été repris. Ça a pas du tout, ils sont passés à un autre sujet, à quelque chose d'autre. Et puis, ouais, j'avais dit ce que j'avais à dire, mais du coup, ça n'a pas du tout... personne n'en a reparlé après, ils sont passés à autre chose, ils ont parlé entre eux, puis après, c'était fini, quoi, on est parti. Alors, une fois, deux fois, et je me suis dit, non, mais c'est dingue, quoi, je trouve ça insupportable, ces instances dites participatives où on invite les habitants des quartiers qui sont quand même assez loin de ces pratiques de réunion ou de prise de parole. Moi, j'appelle ça de la maltraitance. Ces personnes, j'ai arrêté vite de mobiliser dessus. Alors, certaines y sont allées, évidemment, mais moi, tant que c'était pensé et construit de cette façon-là, avec un manque de professionnalisme comme ça, j'ai arrêté très vite d'encourager les habitants à y aller. Pour moi, c'était plutôt contre-productif qu'autre chose. Et ça fait partie des choses qui m'énervaient, d'encourager les personnes à dépasser leur peur et de voir le résultat. C'est à peu près à ce moment-là que ça, plus ça, j'ai décidé à commencer à me former à l'éducation populaire. En fait, quand je suis arrivée dans ce milieu, je m'attendais à quelque chose de... je ne m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus... travail beaucoup plus profond avec les habitants. Et du coup, je commençais à être hyper déçue par ce milieu-là. Donc, j'ai commencé à aller me former dans différents mouvements, dans des scopes. J'ai eu la chance de pouvoir faire des formations quasiment tous les ans. Et vraiment, ce que j'y ai trouvé, ça m'a pas quitté.
C'est-à-dire que ça a mis des mots sur des choses que je ressentais, que je pressentais, et ça a permis de donner du sens dans ce que je faisais, surtout. Et surtout qu'à cette époque-là, les personnes qui venaient au centre, elles me disaient de plus en plus Catherine, heureusement que vous êtes là, quoi, le centre social, vous êtes vraiment ma deuxième maison, quoi. Moi, quand je viens vous voir, vous êtes ma deuxième famille, ma bulle d'oxygène, quoi. Sans vous, je ne sais pas ce que je ferais, quoi. Et puis, de plus en plus, les gens me disaient ça. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais ok, on est la bulle d'oxygène, tout ça, mais quand ils rentrent chez eux, on a changé quoi, en fait, dans la vie des gens? De plus en plus, je me disais, ouais, on permet de rendre supportable l'insupportable, c'est-à-dire de garder la tête hors de l'eau des gens. Mais est-ce qu'on fait un travail beaucoup plus en profondeur? Et ça me perturbait beaucoup, donc j'ai vraiment eu besoin de rencontrer des gens, de mettre ça en question. Surtout qu'avec les partenaires du quartier, les partenaires éducatifs, les travailleurs sociaux, les enseignants, on était un peu sur le même constat, c'est-à-dire que d'année en année, les difficultés sur le quartier, elles augmentaient en nombre, mais aussi en profondeur. Et elles augmentaient aussi en difficulté, il y avait de nouvelles difficultés. Il y avait de plus en plus de troubles du comportement, de difficultés psychologiques, de grosses dépressions. Et c'est vrai qu'on avait vraiment beaucoup de difficultés par rapport à ça. Et puis, il y avait aussi les vagues de migrants qui arrivaient avec des traumatismes pas possibles et qui avaient connu des guerres. On a eu pas mal de Syriens, on a eu... et toutes ces personnes-là, en fait, elles sont mises dans les quartiers prioritaires, et avec un minimum d'accompagnement, quoi. Donc c'est heureusement qu'on était là pour travailler la cohésion sociale et la paix sociale sur les quartiers, parce que sinon... Ça va? Ouais. Bon, juste pour vous résumer un petit peu bien mon travail, pour que vous ayez bien cerné, mon travail en fait, c'était de faire participer les habitants d'un territoire à des projets dont les orientations politiques ont été définies par d'autres, hein, c'est-à-dire les institutions, l'État et tout ça, dans une structure d'éducation populaire où l'objectif était quand même de travailler l'émancipation, le pouvoir d'agir en vue de transformer la société en une société plus juste et égalitaire. Donc facile. Moi j'ai fait ça pendant 12 ans, facile, pas d'injonction contradictoire, je savais où j'habitais, je savais ce que je devais faire, facile. Alors quand même, quand j'ai vraiment voulu m'attaquer à cette question de la participation, je me suis mis vraiment, et j'ai tout de suite perçu que, en fait, si on voulait travailler la participation, il fallait donner les moyens aux personnes de participer. C'est-à-dire oser participer et non pas faire les bons élèves ou faire plaisir à Catherine ou à quelqu'un d'autre, quoi. Si je devais résumer mes 12 ans, je pense que j'ai passé mon temps à ça. C'est-à-dire à encourager les personnes à oser dire non, je n'ai pas envie de participer, ou oser dire non, je ne suis pas d'accord avec toi, ou oser dire je ne sais pas, je n'ai pas compris, non. J'ai passé mon temps à ça, à sécuriser, à encourager, à booster, et puis à rigoler aussi, beaucoup, presque tout le temps. Pour moi, c'est indispensable et le collectif permet ça. C'est-à-dire, on peut parler de tout dans les collectifs, parce que du coup, on ne rend pas les choses individuelles, on peut avoir une distance qui parle de tout. J'ai adoré ça, on a fait plein de trucs en rigolant. Alors, cette participation, c'est aussi tout le travail de restauration, restauration de la confiance en soi, de l'estime de soi. Et c'est fou le nombre de personnes, d'enfants, d'adultes de notre société qui manquent de confiance et qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de la conf, je vous disais que j'avais passé une enfance heureuse, ce qui est vraiment vrai. Sauf un truc, l'école. Hein. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, pour vous, de votre premier moment de honte. Bon, vous chercherez un peu plus tard. Moi j'avais 10 ans. Ouais, 11 ans. 10-11 ans.
J'étais en CM2. J'étais en CM2 et on était au mois de juin. Et ma mère, mes parents ont été convoqués, mes parents ont été convoqués à l'école. Donc mes parents ont été convoqués, donc ma mère y est allée. Et ma mère y est allée. Et puis là, l'enseignante a dit à ma mère, ben voilà, voilà, on voulait vous rencontrer parce que Catherine, Catherine c'est moyen et on a vraiment peur qu'elle peine au collège. Donc on vous conseille vraiment le redoublement. Je pense que ce serait nettement mieux si elle passait un an de plus au CM2, tout ça. Et puis mes parents, moi, c'est pas le genre à aller à l'école si on les convoque pas. Et puis c'est pas le genre non plus à contester une décision ou un conseil d'un enseignant. Donc ben voilà, c'était comme ça, c'était pas très grave, j'avais redoublé mon CM2. Et puis, de toute façon, c'était au mois de juin, on ne pouvait plus faire grand-chose. Et puis, donc, on est reparti à la maison, donc c'était acté, j'allais redoubler mon CM2. Et puis, quand je suis rentrée à la maison, j'ai fait un truc, je suis rentrée dans ma chambre, puis j'ai mis la musique à fond. Mais vraiment à fond, à fond, à fond. Puis là, j'ai dansé. Et je me souviens que ma mère, elle est rentrée dans la chambre, et puis elle me dit, bon, bah, ça va, Catherine, ça va, c'est pas trop, ça va, t'es pas trop traumatisée par le redoublement, ça va, quoi. Et puis moi, sur le coup, comme elle, ben, en fait, on n'a pas trop compris, quoi. Mais si, ça me terrorisait, le fait que dans la classe, j'étais tout seul à redoubler, que tous mes copains, mes copines allaient au collège, donc pas dans la même école, et que moi, j'allais me retrouver avec les plus petits. Alors moi, je suis de la fin de l'année, hein, donc les plus petits, des fois, ils avaient un mois de moins, hein, mais c'était quand même les plus petits d'en dessous, quoi. Et ce redoublement, vraiment, ça a été quelque chose de très important pour moi. Surtout qu'après, ça ne s'est pas amélioré, quoi. Je me suis traînée lamentablement jusqu'en troisième, vraiment lamentablement, quoi. Et en troisième, au mois de juin, mes parents ont été convoqués. Donc, ma mère y est allée. Et puis là, ben, un peu rebelote, quoi. Un peu rebelote, voilà, Catherine, vraiment, l'école, c'est juste, vraiment, on vous conseille le cycle court. Alors, je crois que ça se dit plus maintenant, le cycle court. Le cycle court, pour vous faire fait, c'est un peu comme dans les machines à laver. Vous savez, le cycle court, quand vous avez du linge sale et que vous voulez que ce soit vite propre, et ben dans les machines à laver, en 30 minutes, le linge sale il est propre. Et ben dans l'orientation, pour les gamins, c'est pareil. Le cycle court, ben, en fait, vous les mettez en CAP, en BEP, quelque part, et puis 2 ans après, ou 3, 2 ans après, et ben, ils sont sur le marché du travail. Voilà. Donc le cycle court, c'est ça. Alors, bah, pareil, mes parents, ma mère, oui, elle va aller en cycle court, quoi. Alors, moi, à 15 ans, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et puis, bah, je vous disais aussi que je venais d'une famille populaire, et mon père, ils étaient 8 enfants. Et du coup, bah, dans les 8, il y avait plein de métiers différents. Et notamment, j'avais une tante, ma tante Morissette, qui était adorable, qui était coiffeuse. Et donc, mes parents m'ont dit, oh bah Catherine, si tu allais passer 15 jours, 3 semaines chez la tante Morissette. Alors moi, j'étais super contente parce que ma tante Morissette, elle avait 5 enfants, des cousins, cousines du même âge que moi, donc c'était un peu le bazar, donc j'adorais, donc j'y suis allée 15 jours, 3 semaines, et j'ai passé vraiment 15 jours, 3 semaines super. Et puis, ben, en revenant, et ben, c'était acté, allez, j'allais en coiffure. Donc j'ai fait un CAP de coiffure. J'ai fait un CAP de coiffure, et puis à 17 ans, et ben, j'étais coiffeuse. Donc j'étais dans un salon de coiffure. Alors, je me suis vite rendu compte que c'était pas une passion, que les nouvelles coupes, les nouvelles coupes, si je peux pas les nouvelles couleurs, les nouvelles coupes, les trucs, c'était pas une passion. Par contre, j'aimais bien les gens, j'aime toujours bien les gens. J'aimais bien les gens, donc j'aimais bien faire plaisir, j'aimais bien rendre service, et voilà, j'essayais vraiment de faire le mieux possible. Mais quand même, je vous ai dit aussi que j'avais un frère et une sœur, et mon frère est prof de français, ma sœur est éducatrice spécialisée, et puis mes copains, copines, eh ben, ils étaient un peu tous allés en fac. Et puis je baignais un peu dans ce milieu-là, et c'est un milieu qui m'attirait vachement. Et du coup, bah, puisque j'étais coiffeuse dans ce truc-là, alors je ne sais pas si vous savez, mais quand on est coiffeuse, on est au SMIG. Hein, au début, on est au SMIG, et puis à la fin, on est au SMIG aussi. Un peu plus, mais
rapidement, je me suis dit, ouais, je me sens pas être coiffeuse toute ma vie. Je vais essayer de faire une reconversion, quoi. Mais à cette époque-là, ça date, à cette époque-là, c'était pas facile de faire une reconversion. J'avais pas de bac, j'ai toujours pas de bac d'ailleurs. Et du coup, j'ai eu l'opportunité à 21 ans de m'installer, de reprendre un salon. Donc je me suis installée à 21 ans dans l'objectif de me faire du fric. Grosse capitaliste. De me faire du fric pour me payer une reconversion. Et alors ça s'est passé comme ça, sauf que ça a mis longtemps. Ça a mis longtemps parce que, après, quand on travaille, tout ça, il y a la vie aussi à côté. J'ai eu mes enfants, j'ai 3 enfants. Et puis, quand j'ai commencé à mettre le salon en vente, il a mis longtemps à se vendre. Donc j'ai été coiffeuse pendant 20 ans. Et du coup, j'ai réussi à vendre le salon. Et j'ai fait une reconversion, donc une remise à niveau. J'ai passé un BTS en économie sociale et familiale et un diplôme d'État, tout ça par le CNED, parce que mes enfants n'étaient pas très grands. Et après, mon dernier stage, c'était au centre social des Bords de Loire. Alors, si je vous raconte tout ça, c'est pas pour vous déballer ma vie, un peu quand même, mais c'est juste pour vous signifier que, en fait, quand j'ai accompagné des personnes à affronter leur peur, à restaurer un peu la confiance qu'ils avaient perdue, qu'ils n'avaient pas en tout cas, la mauvaise estime d'eux-mêmes. Quand je dis que quand je suis arrivée sur le quartier, on parlait la même langue, c'est aussi à ça que je pense. C'est que moi, ces personnes qui avaient perdu toute forme d'assurance, qui avaient perdu une forme de légitimité, et ben, ça me parlait grave, quoi. Et j'ai eu besoin de ce parcours pour restaurer un peu l'estime de moi et une légitimité. Alors je dis un peu parce que je tape un peu sur l'école quand même, mais l'école, elle fait quand même bien les choses parfois, c'est qu'elle installe les choses durablement. C'est-à-dire que quand on a 10-11 ans et qu'on se construit, quand on est enfant, avec l'idée qu'on a raté, avec l'idée qu'on est mauvais, qu'on n'est pas intelligent, en fait, ça part jamais complètement. Ça part jamais complètement, alors on travaille dessus, on avance, mais en tout cas c'est là, c'est quelque part, c'est là, ça fait toujours partie de nous. Et puis ça sort parfois, quelquefois, dans des contextes particuliers. Alors oui, pour moi c'était hyper important d'accompagner les personnes à travailler là-dessus. Et du coup je vais vous faire un autre petit moment de lecture. J'ai découvert un auteur qui a travaillé beaucoup ces questions-là, qui est un médecin psychiatre qui s'appelle Christophe André, qui est très connu dans le milieu éducatif et médico-social. Donc Christophe André, qui a écrit Psychologie de la peur. Je vais vous lire un petit extrait. Petit mouvement scénique, ça va? Ça ne plonge pas trop, non? Alors, Christophe André, il dit ça. Il dit la honte peut s'avérer une émotion plus insidieuse et destructrice que la peur. Elle est plus durable et amène à poser sur soi un regard dévalorisant. C'est elle qui pousse à s'isoler, à disparaître sous terre. La peur est l'émotion du danger, la honte est celle de la conviction qu'on a raté. Il est impossible de faire reculer la peur sans descendre dans l'arène. Pour dominer ces peurs, il faut les affronter, très souvent, très régulièrement. Désobéissez à vos peurs. Si on obéit à chaque fois qu'elle dit « ne fais pas ça »,« baisse les yeux, ne sors pas », alors elle n'a aucune raison de diminuer. Il faut lui déclarer la guerre. Si on obéit à sa peur pour un petit moment de tranquillité, que l'on achète au prix fort, on sacrifie notre avenir et on renonce à sa liberté. Les efforts seront vite récompensés par de petites victoires. La solution n'est donc pas d'éviter à tout prix que la peur ne survienne, mais d'apprendre à ne plus la craindre en s'entraînant régulièrement à la contrôler. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Waouh, c'est tout moi ». C'est tout moi. J'ai l'impression que j'ai passé ma vie à ça, à affronter mes peurs, à me donner des challenges, à me donner des paris, à dépasser un peu, à me surpasser. Donc oui, pour moi, c'était important d'accompagner les personnes avec qui je travaillais à dépasser un petit peu les leurs et à oser faire un pas petit à petit, à faire ces pas pour dépasser leurs peurs et puis vivre vraiment ce qu'ils avaient envie. Alors,
quand même un truc auquel il faut faire vachement gaffe. C'est que, comme on est quand même dans une société où tout peut être vite récupéré pour faire du business, ces questions-là, depuis quelques années maintenant, en fait, on voit que ça a été vraiment récupéré. C'est-à-dire que cette question de confiance en soi, de travailler sur le bien-être, d'être heureux, de tout ça, depuis quelques années, on a vu fleurir dans les librairies des rayons entiers sur le bien-être, sur comment être heureux, sur tout ça. Et puis, on a vu fleurir les coachs, le développement personnel, j'en passe, je sais pas moi, enfin bon, il y a plein de trucs sur le bien-être, tout ça. Et je dis pas que tout est mal, je dis pas qu'il faut pas faire un travail sur soi, je dis pas ça. Je dis que, encore une fois, on individualise le problème et on ne se pose pas la question des causes. Qu'est-ce que c'est que cette société qui génère autant de souffrance, autant de manque de confiance en soi, tout ça. Et ce qui m'énerve un petit peu plus là-dedans, c'est qu'on assiste vraiment à de la marchandisation du mal-être des personnes, quoi. Mais posons-nous les bonnes questions, quoi. Il faut s'attaquer aux causes, les causes de tout ce mal-être. Je vais vous faire une autre petite lecture d'un super bouquin qui s'appelle Égologie, qui parle beaucoup de ça, de cette marchandisation du mal-être et puis du bonheur à tout prix. D'Aude Vidal, qui s'appelle Écologie, individualisme et course au bonheur. Il est tout petit, il est vraiment super. Alors, elle dit ça, Aude Vidal, elle dit que travailler sur soi-même, c'est avant tout accepter une vision du monde où chacun est capable d'aller bien et est responsable de son sort. Il s'agit d'une injonction à la responsabilité personnelle, particulièrement bien intégrée dans les régimes libéraux. Dans la société de l'autonomie comme condition, il faut aller de l'avant. L'individu, lui-même, doit se poser la question non pas qui est responsable de mon malheur, mais que puis-je faire pour m'en sortir. Le présupposé qui est inclus là-dedans, c'est que l'individu lui-même est responsable. Tout le monde a en soi les ressources pour aller bien, se débarrasser de la négativité et accepter une attitude positive. Les recettes du bonheur sont en vente et n'attendent qu'un peu de volontarisme. Mais il faut bien reconnaître qu'il y a une inégalité de fait sur les conditions et histoires de vie. Les classes sociales, les dominations. Les pensées de droite sont friandes de responsabilité personnelle. Quand on veut, on peut. Côté de la route, quoi, vous voyez bien, genre. Et occultent les rapports et pouvoirs et les dominations. Il est vraiment très chouette ce petit bouquin, parce qu'en fait, il pointe qu'on est dans une société où on est face à une injonction au bonheur, quoi. Il faut être heureux. Quand tu le regardes, le monde, aux infos, à la télé, enfin, où on veut, quoi, tu te dis, mais c'est quoi cette injonction au bonheur, quoi. Et ça, je trouve que c'est insupportable. Je m'énerve aussi là, mais c'est vrai que quand on voit les migrants se noyer, quand on voit les féminicides, quand on voit les jeunes se suicider, enfin, c'est quoi cette injonction au bonheur à tout prix, quoi. Moi, je trouve ça particulièrement insupportable. Et surtout, je trouve que la colère, parfois c'est bien. Parfois c'est bien. Je trouve qu'elle est indispensable et je trouve qu'elle est même nécessaire à la colère. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je dis que je m'énerve et je me mets en colère. Une petite anecdote, c'était en 2019. Les centres sociaux de Nevers, on était face à les professionnels, on était souvent face à des difficultés, à des situations qui étaient bloquées, où on n'arrivait pas à avancer. Et avec ce que je vous disais tout à l'heure, souvent des troubles du comportement, des difficultés psychologiques auxquelles on n'avait pas de prise, quoi. Et donc, les centres sociaux ont organisé une espèce de formation, analyse de pratique. Voilà, une journée. Et puis donc, on est allé à cette formation. Et puis, au cours de cette formation, tous les professionnels, en fait, ils exposaient un petit peu des situations de blocage où on n'arrivait pas à aller plus loin et où c'était vraiment très difficile à vivre. Donc, moi, je me souviens, j'ai raconté, on était en plein dans une situation d'un monsieur qui s'était séparé, et puis on assistait vraiment à une descente aux enfers, on n'arrivait pas à agir
pour arrêter cette descente aux enfers. Et ce monsieur, donc, il avait divorcé, il avait perdu son boulot, il était tombé dans des addictions plutôt un peu fortes, il avait perdu son logement, il était d'origine étrangère, il n'avait pas renouvelé sa carte de séjour, et en fait, il mettait tout en échec, et on a assisté à ça en l'accompagnant tous les jours. Il était au centre, moi j'étais en lien avec ses conseillères individuelles, RSA, travailleurs sociaux, on l'accompagnait même physiquement, on allait même au-delà de nos missions, on l'accompagnait pour être sûr. Et en fait, il était tout en échec, tout en échec. Donc il n'avait plus de logement, il dormait dans sa voiture. Et moi, je me rappelle qu'il y avait une personne du quartier qui m'a dit « Mais Catherine, il faut faire quelque chose, quoi. L'hiver arrive, moi j'ai peur. Vraiment, il faut pas qu'il dorme dans sa voiture tout le temps. » Donc évidemment, il ne voulait pas aller en foyer. Enfin. Et donc j'expose cette situation. Il y avait des psys, des travailleurs sociaux. Et puis là, ils m'écoutent et puis ils me disent ben, « Franchement, Catherine, franchement, tu as fait tout, tu as orienté, tu as accompagné, tu as mis en lien, il sait très bien que s'il peut aller dans les foyers d'urgence, vraiment, là, tu as fait tout bien, quoi. Enfin, Et puis, ils me disent, ben, quand les gens ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts, quoi. On n'y peut rien, c'est comme ça. Donc, bon, ben, voilà. Après, j'ai mes collègues qui exposent leur situation, qui était tout autant dramatique et puis, tout au long de la journée, ben, en fait, la petite réponse qui revenait un petit peu souvent, tout le temps même, c'était ben oui, vous avez fait votre boulot, mais là, vous ne pouvez pas aller plus loin. Si la personne elle n'est pas prête, elle n'est pas prête, quoi. On ne peut pas forcer les choses, il faut attendre, voilà. Et c'est comme ça, on n'y peut rien, quoi. Alors bon, je me disais, oh, ben ouais. Hein. Et puis à la fin de la journée, il y a une des professionnelles qui prend la parole et qui nous dit, mais vous savez, nous aussi, des fois, on rencontre des difficultés, on fait ce qu'on peut, et elle nous parle de ce qui était arrivé il y a 3 semaines, un mois avant. Ils accompagnaient un jeune qui faisait des séjours en hôpital psy, un jeune qui allait vraiment pas bien, qu'ils accompagnaient depuis un moment. Et puis, il y a 3 semaines, un mois, ce jeune, il s'est suicidé. Et en fait, donc elle nous raconte ça, elle nous dit, bah, voyez, nous aussi, ça nous arrive, et parfois, c'est comme ça, on n'y peut rien, quoi. Et là, j'ai pas supporté. Je me suis levée, j'ai tapé du poing sur la table et j'ai dit non. J'ai dit non, on ne peut pas dire c'est comme ça, on n'y peut rien, quoi. Moi, je refuse. Je refuse, non pas que les professionnels, on n'a pas de baguette magique et que je remets en question le travail des professionnels, loin, c'est pas ça du tout. Mais dire c'est comme ça, on n'y peut rien et passer à autre chose. Et moi, ça, je supporte pas, quoi. Alors, quoi faire? Ben, au moins dire, se révolter que c'est pas normal, cette société qui laisse des jeunes se suicider, et le seul truc qu'on peut dire, c'est comme ça, on n'y peut rien. Alors quoi faire? Ben, je sais pas, faire s'unir, faire remonter, en tout cas, je sais pas, moi, faire des trucs dans les médias, j'en sais rien, mais en tout cas, pas dire que c'est une fatalité, que c'est comme ça, on n'y peut rien. Alors, il y a une petite phrase que j'aime beaucoup d'Adeline de l'Épinay qui dit « Il y a dans l'indignation et la colère une énergie considérable qui permet de dépasser la peur et l'inertie, principaux obstacles à la mobilisation. » Ça va? Ouais. Pas léger, hein. Bon, après, avec le type de la conf, vous deviez vous douter que c'est je vais en rajouter une petite couche, et après, on pourra aller boire une bière ou la révolution. Donc après 2019, c'était 2020. Donc il s'est passé un truc en 2020, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui se rappellent. En 2020, voilà, on a accueilli le Covid. Et du coup, je ne vais rien vous apprendre si je vous dis qu'on n'a pas vécu cette période-là tous et toutes de la même façon. Nous, sur le quartier, ça a été assez dramatique. Les situations de comment on appelle ça,
Confinement, merci. Ouais, voilà, les confinements, c'est vrai que quand on est seul, quand on habite un quartier, quand on est en appartement, ou quand on est un parent solo avec les enfants et qu'ils ne peuvent pas sortir, quand on entend les voisins du dessous, d'en dessus, enfin, et puis quand on a une petite maison, qu'on n'est pas seul à la campagne, enfin bref, je ne vous apprends rien en disant qu'on ne l'a pas tous vécu de la même façon. Nous, c'est une période où on était en confinement, en télétravail, où on a vraiment passé nos journées au téléphone. Moi, je me souviens, j'ai vraiment... le téléphone, je ne pouvais plus voir à la fin de la journée. J'ai vraiment passé mes journées à téléphoner, à soutenir, à accompagner des personnes qui étaient vraiment en souffrance par rapport à ce confinement. Et puis, nous, les structures de proximité, associations et associations caritatives aussi, on a rouvert assez rapidement. Alors, pas pour faire du collectif, parce qu'on ne pouvait pas, mais du coup, pour recevoir en individuel. Et sur ces accompagnements, alors moi, l'individuel, moi je préfère vraiment le collectif, même si on ne fait pas de collectif sans faire un minimum d'individuel. Mais moi, le collectif, voilà, je suis un peu une vraie éponge et cette distance professionnelle, j'ai toujours eu un peu de mal avec ça. Bref, donc j'ai passé mon temps quand même à faire de l'accompagnement individuel, à soutenir, à écouter, à accompagner sur les démarches, parce que, ah oui, un truc que je ne vous ai pas dit, mais la fracture numérique, c'est pas une légende. C'est-à-dire qu'à cette période-là, pour avoir un travailleur social au téléphone, ou Pôle emploi, tout ça, il fallait déjà prendre rendez-vous par mail, sur Internet. Donc, tout le monde n'a pas Internet et tout le monde ne sait pas faire. Enfin, bref. Donc, j'ai fait pas mal ça. Et puis, il y a eu un moment où j'ai reçu une maman que je connaissais bien, une maman qui voulait me rencontrer et puis qui est arrivée dans un état pas possible. Et cette maman, elle vivait quelque chose d'assez dramatique avec un de ses enfants. Vraiment, elle pleurait, enfin vraiment, elle était dans un état pas possible. Et donc, je l'ai écoutée, je la remontais, voilà, j'essayais de l'orienter vers d'autres pros. Enfin, et là, il m'est arrivé un truc qui ne m'était jamais arrivé. C'était la première fois. Et que vraiment, ça m'a perturbée. J'ai vraiment trouvé ça hyper désagréable. J'ai rien ressenti. Pas la moindre petite émotion. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est comme si c'était tout vide, quoi. Et moi, c'est pas mon habitude, quoi. Je me retiens toujours plutôt pour pas pleurer avec les gens. Et là, rien. Mais vraiment un grand vide. Et ça, c'était la première fois que ça m'arrivait. Et j'ai trouvé ça effrayant. Mais vraiment effrayant. Ça m'a vraiment questionné et perturbé. Et puis un peu plus tard, je sais pas, un mois après, il y a eu cette femme aussi. Cette femme avec qui j'avais rendez-vous un soir, un peu tard, parce que je sais pas, vers 19h, elle travaillait. Donc elle est arrivée au centre social, il était 19h, et elle est arrivée, elle avait des grosses lunettes noires. Donc il ne faut pas être travailleur social pour se poser des questions. À l'intérieur, elle a gardé ses lunettes noires, donc on est allé dans mon bureau. Et puis cette femme, je lui ai dit un sabbat, peut-être un sabbat un peu plus appuyé que d'habitude. Et elle n'a pas répondu. Ça faisait la deuxième fois que je la connaissais, je l'accompagnais sur un séjour familial. Voilà, on a ça comme mission aussi, d'accompagner des familles pour partir en vacances. Et donc elle ne m'a pas répondu, mais elle a enlevé ses lunettes. Et effectivement, derrière les lunettes, elle était marquée, elle était noire, avec des coups. Donc là, là on fait ce qu'on doit faire, c'est-à-dire qu'on essaye de poser des questions. Est-ce que c'est ton conjoint qui t'a fait ça? Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que les enfants étaient là? Voilà, tout genre de questions. Et puis, encore une fois, elle n'a pas répondu. Elle n'a pas répondu, elle a juste enlevé son t-shirt. Et c'est con, ce que je me souviens le plus, c'est qu'elle n'avait pas de soutien-gorge. Je ne connaissais pas beaucoup. Et en fait, elle était bleue, jaune, noire, tout le corps. Donc, au cours de cet échange, j'ai pas réussi à ce qu'on aille tout de suite à la gendarmerie pour porter plainte. J'ai juste réussi à ce que le lendemain, on a été faire constater les coups par un médecin. Donc, je l'ai accompagnée, je l'ai soutenue. Elle avait mon numéro. Voilà, je lui ai dit que je lui donnais évidemment les associations. Parce qu'elle n'était pas prête, quoi. Elle n'était pas prête tout de suite, c'était la première fois, ça ne recommencerait peut-être pas, enfin bref, tout ça. Et puis elle est repartie. Et je me souviens aussi, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup perturbée, c'est que quand j'ai fermé les portes du centre social, j'ai fui.
mais j'ai vraiment fui. J'ai fui cette femme, j'ai fui ces violences, j'ai fui le centre social, j'ai fui le quartier, loin, quoi. Et j'ai eu ce sentiment d'abandonner, de fuir et d'abandonner tout ça, quoi. Et puis moi, je suis rentrée dans ma maison qui va bien, avec mon mec qui va bien, mes enfants qui vont bien. Et ça a été hyper désagréable, c'est la première fois que ça m'arrivait. Cette notion de fuite et d'abandon, surtout. Et la petite goutte d'eau, encore juste une, qui a fait un peu déborder le vase, c'est quelques temps après, au mois de mai, juin, quelque chose comme ça, on a reçu des appels à projets. On a reçu des appels à projets de la PREF, politique de la ville, tout ça, pour, ça commençait, alors vous vous souvenez peut-être pas, mais ça commençait vraiment à chauffer dans les quartiers, en plus de délinquance, enfin, ça chauffait vraiment. Et donc on a reçu des appels à projets pour faire des sorties supplémentaires. Alors surtout sur les jeunes, mais aussi sur les familles. Et on a reçu en 2 mois plus de fric qu'on avait toute l'année pour faire des sorties, quoi. Et là aussi je me suis énervée. Là je me suis énervée grave, quoi. Parce que en fait, ils me l'ont reproché au boulot. Ils m'ont dit, toi, t'es jamais contente de toi. Quand on n'a pas d'argent pour fonctionner, t'es pas contente. Et puis là, on a de l'argent, t'es pas contente. Ben non, j'étais pas contente. Parce qu'en fait, la réponse de l'État à toutes ces violences que j'ai citées plus haut, toutes ces violences familiales, sociales, et ben c'était quoi? C'était de donner du fric pour emmener les jeunes faire du laser game, des sorties, tout ça. Et non, j'ai pas supporté. J'ai pas supporté du tout. Et après coup, je me suis dit, t'as quand même manqué de réactivité. Parce que là, après coup, je me suis dit, t'es bête, j'aurais pu faire 4 bus pour Disneyland, ça serait parti. J'y ai pas pensé sur le coup, j'étais tellement agacée que j'y ai pas pensé sur le coup. Je m'en veux un peu. Enfin voilà, tout ça pour dire que je continuais à fréquenter un peu les mouvements, les scopes d'éducation populaire. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je pense que je suis un peu au bout de quelque chose. J'avais envie d'agir un peu ailleurs. J'ai eu envie de transmettre, de partager ce qui m'avait porté, ce qui avait donné du sens dans mon travail. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais essayer, je vais demander une rupture conventionnelle. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont dans le milieu associatif, enfin, bref, les ruptures conventionnelles, nous, il y en a pas. Enfin, vraiment très peu. Il n'y a vraiment pas beaucoup de ruptures conventionnelles qui sont acceptées. Et puis là encore, il m'est arrivé un truc de dingue, c'est que ça a été accepté tout de suite. Alors, je ne sais pas comment je dois le prendre. Je ne sais pas si je m'énervais trop, si je râlais trop, j'en sais rien. Enfin, bref, ça a été accepté, et donc ça, il y a 1 an et demi. Et donc, depuis 1 an et demi, je fais de la formation en éducation populaire et je prends cette conf à l'occasion aussi. Tout ça pour dire que quand je parle de ces 12 ans, passés au centre social, j'ai vraiment appris plein de trucs. J'ai appris notamment qu'on ne pourrait pas lutter contre la pauvreté si on ne s'attaquait pas aux riches, quoi. Et qu'il n'y aurait pas de pauvreté si les richesses n'étaient pas accaparées par quelques-uns. En fait, le problème était plus dans la répartition de la richesse. Et je pense à un truc, là, juste pour cette conf, je ne sais pas s'il y a un beaucoup qui était là tout à l'heure, mais j'aimerais passer un message à Jonathan Swift, que en fait, j'aimerais mieux qu'on mange les riches que les pauvres. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là tout à l'heure, mais du coup, ça m'arrangerait pour solutionner la pauvreté. Si vous pouvez manger les riches, ça voilà, c'est longtemps, mais bref. Donc, c'était juste un aparté. Après, ce que j'ai appris également, c'est que les professionnels de terrain, y compris moi-même, on ne luttait pas contre la pauvreté, mais contre ses conséquences. Et qu'on passait notre temps à mettre des pansements, qu'on était accaparés par les urgences, qu'on passait notre temps à restaurer, à réparer, mais que trop peu souvent on pouvait apporter un soutien durable, émancipateur, quoi, tant que les causes ne seraient pas traitées. J'ai pris conscience que je participais, mon travail c'était de faire rentrer les gens dans un système que je dénonçais par ailleurs, puisqu'on nous faisait travailler la cohésion et la paix sociale sur les quartiers, alors qu'on devrait travailler la transformation sociale. J'ai appris aussi que ce qui me séparait des personnes que l'on ose nommer les pauvres,
comme si on pouvait appeler les personnes par leur manque. C'était une petite marche économique, culturelle. Alors certes, à titre individuel, elle est importante, j'habite pas un quartier prioritaire et j'ai jamais connu de violence physique. Mais sur l'échiquier du capitalisme, cette petite marche, elle est minime, quoi. Et du coup, il était urgent de s'unir avec les personnes les plus opprimées pour lutter contre les inégalités. Et que ces inégalités, eh ben, il fallait identifier et nommer les causes. Qu'il ne fallait pas avoir peur des gros mots comme capitalisme, société libérale, qu'il fallait les utiliser. Je me rends compte d'un truc, zut. Je suis désolée, il y a un truc que... Ouais, je suis vraiment désolée, il y a un truc que j'ai oublié de dire au début de la conf. Excusez-moi, je fais juste un retour en arrière. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, cette conf, c'est une conf de gauche. C'est une conf anticapitaliste qui dénonce un système libéral, individualiste et dévastateur. Excusez-moi, s'il y en a qui veulent sortir, je suis vraiment désolée. Alors cette conf, c'est aussi et surtout un outil. Un outil pour moi, pour nous tous, les conférenciers et conférencières, c'est un outil d'éducation populaire. C'est un outil d'éducation populaire, on est plus de 500 conférenciers et conférencières gesticulantes. Et demain, on voudrait être encore beaucoup plus, encore. Pour moi, l'éducation populaire, c'est un moyen de lutte. C'est un moyen de lutte qui me permet de garder toujours un cap, un objectif vers le changement de la société, quoi, pour une société plus juste et égalitaire. Alors, il y a d'autres moyens de lutte. On voit bien en ce moment, il y a les grèves, il y a les manifs, il y a les blocages, mais on voit bien que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que le système qui nous oppresse est fort, quoi. Et que si on veut vraiment changer de société, ben, il va falloir remettre de l'ambition politique. Il y a dans nos mouvements, dans nos associations, on cherche toujours des façons de penser les choses, des nouvelles formes d'organisation, de fonctionnement. Je vais vous lire un petit texte, un dernier petit texte d'Adeline de l'Épinay, qui dit ne pas attendre le changement pour changer. Expérimenter, transformer, créer des cadres collectifs, des cantines autogérées, des coopératives, développer des pratiques critiques pour rivaliser avec la culture dominante, remettre en cause par la pratique les modes de vie, les rapports de domination, l'idéologie néolibérale de la performance, du travail à tout prix et de la consommation. Ce sont là des bulles d'émancipation, des espaces d'expérimentation qui remettent en cause ce qui est présenté comme inéluctable et permet de lutter contre l'impuissance et la fatalité. Cependant, elles ne contribueront à transformer la société que si elles mènent des actions concrètes visant à affaiblir l'emprise du capitalisme et du productivisme, si elles se construisent en convergence avec une dynamique de lutte sociale, si elles popularisent et structurent des éléments de contre-pouvoir indispensables pour transformer réellement la société. Je pense que c'est ça dans toutes nos actions que l'on nomme nos actions écologiques, culturelles, que l'on nomme parfois militantes ou associatives, alternatives. En fait, il faut redonner de l'ambition politique. Sinon, on n'y arrivera pas, quoi. Et dans le monde entier, il y a des personnes qui cherchent, qui luttent. Je pense aux Chiapas, aux Rojava, qui sont des formes inspirantes d'organisation, de fonctionnement. Alors, c'est pas parfait, c'est compliqué, et puis c'est pas, chaque contexte est différent, mais en tout cas, c'est inspirant, quoi. Dans le monde entier, il y a des femmes, des hommes, des énervés qui disent non, qui refusent la fatalité, et c'est comme ça, on n'y peut rien. Je crois que j'en ferai partie toute ma vie, ça ne va pas faire plaisir à ma mère, mais je pense que je suis contente d'en être. Et je suis sûre d'une chose, c'est que je ne suis pas toute seule, on est bien. Il y a toujours eu des résistances, c'est comme ça. Merci beaucoup.
important pour moi, à Marino, à Fanfan, à Kimba, Anthony, Cathy, qui m'ont accompagnée pendant toute la construction de cette conf. Et sans eux, je ne serais pas là.